Bienvenue au webinaire Comment agir face à un projet de restructuration. On va tout d'abord se présenter. Donc, je suis Florence Cribine. Je suis directrice associée dans le cabinet depuis 24 ans. J'ai en charge aussi la direction du bureau parisien de Secafi et j'interviens principalement sur les enjeux de réorganisation et de restructuration auprès des IRP. Luc? Luc Bérard de Malava, je suis également directeur associé au sein du cabinet Secafi depuis une quinzaine d'années au sein du cabinet, intervenant principalement sur effectivement les sujets de restructuration dans ses différentes composantes et d'accompagnement des représentants du personnel et notamment d'accompagnement à la négociation. On va vous présenter du coup un support qui vous sera envoyé à chacun d'entre vous à la suite de ce webinaire. Et vous aurez également un lien pour pouvoir réécouter en replay notre intervention. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation de Secafi. Alors, on est le premier cabinet d'expertise auprès des CSE. On est implanté sur toute la France, donc nous avons 8 bureaux dans les 8 principales villes. Nous sommes à peu près 400 sur l'activité Secafi, avec une forte implantation sectorielle. On couvre tous les secteurs d'activité. Nous avons 4 principales activités. Une structure qui s'appelle Prométhéa, donc dédiée à la formation des représentants du personnel. Donc, la formation sur tous les sujets sociaux, économiques, le rôle et le fonctionnement des IRP et également un gros module de formation santé au travail, SSCT. Notre deuxième activité porte sur évidemment les activités d'expertise et de conseil. On y reviendra tout à l'heure dans la présentation, mais nous intervenons lors des 3 temps Repsamen, donc sur l'information, consultation sur la politique sociale, la situation économique et financière de l'entreprise et les orientations stratégiques. Donc, nous accompagnons les IRP dans le cadre de ces 3 temps d'information consultation et nous accompagnons également les CSE sur tous les sujets de réorganisation, de plan de sauvegarde de l'emploi, de restructuration, de fusion, d'acquisition. De déménagement. De déménagement, de projets importants, avec notamment une grosse activité santé au travail. Et puis, nous accompagnons également les organisations syndicales dans le cadre des négociations d'accords collectifs, donc que ce soit sur le temps de travail, la prévoyance, l'intéressement, les plans de sauvegarde de l'emploi. Voilà, donc une grosse activité auprès des organisations sur le champ de la négociation collective. Et on a également une équipe dédiée aux questions de comptabilité des CSE, voilà, pour accompagner les CSE dans le cadre de la gestion de leurs activités sociales et culturelles, de leur comptabilité, du respect de la réglementation vis-à-vis de l'URSSAF notamment. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, n'hésitez pas à poser dans le chat toutes vos questions. À la fin de la présentation du document, on prendra un temps pour passer en revue vos questions puis essayer d'y répondre le mieux possible. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment agir face à un projet de restructuration? Alors, effectivement, le premier point, et on l'évoquait en introduction ou dans l'invitation, c'est que effectivement le plan de sauvegarde de l'emploi n'est plus la seule forme de restructuration désormais. Donc, ça fait partie du paysage des possibilités, mais il y a une diversité de formes de restructuration. Donc, ce qu'on vous propose de passer en revue ce matin, c'est 4 points principaux. Premièrement, l'enjeu d'anticipation et d'anticipation du diagnostic pour pouvoir peser au mieux sur la recherche d'alternatives et de la défense de l'emploi. Ensuite, la question de, évidemment, connaître les différentes modalités de restructuration qui existent aujourd'hui et qui sont possibles, sachant qu'il y a une grande diversité et des aspects assez techniques pointus, donc sur lesquels on reviendra. Troisièmement, la question de se préparer à la négociation, puisque dans les différentes formes de restructuration, il y a un aspect de négociation, et donc l'idée, c'est de pouvoir s'y préparer en amont, et puis on fera une synthèse pour conclure. Voilà, on a précisé pour les salariés qui partent et ceux qui restent, parce que dans des sujets de réorganisation et de restructuration,
Effectivement, il y a l'accompagnement des salariés qui malheureusement doivent quitter l'entreprise. Et donc là, on regardera ensemble, c'est toutes les mesures sociales d'accompagnement. Le partage et relancer le partage des participants ne voient pas. Ah, excusez-nous, il y a un petit souci de partage de documents. Là, c'est bon? Est-ce que vous l'avez? C'est bon pour vous? Ah, parfait. Bon, on était juste sur le sommaire. Hein, donc, effectivement. Sachant que vous aurez le document support vous sera transmis par mail, de même que le lien pour voir le replay. Voilà, donc on insistait juste sur les enjeux de restructuration et de réorganisation, où effectivement, vous allez être confronté à des salariés qui malheureusement vont être en partance, puisque souvent impactés par les projets de réorganisation. Et donc, il y a tout un volet sur lequel vous allez devoir travailler pour ces salariés-là, mais il y a aussi tous les salariés qui restent après une réorganisation. Voilà, donc c'est pour ça qu'on mettait pour les salariés qui partent et ceux qui restent, mais on rentrera plus en détail tout à l'heure. Alors, le premier… non plus. Alors, un point sur lequel on veut particulièrement vous alerter, c'est l'anticipation. Parce que malheureusement, quand une direction met sur la table et ouvre une procédure d'information-consultation sur un projet de réorganisation, que ce soit type PSE ou autre, hein, puisque Luc vous détaillera tout à l'heure les différentes formes possibles, et bien souvent, vous en tant qu'élu, si vous voulez un peu challenger la direction, sauver des postes, trouver des alternatives, souvent, à partir du moment où la direction met son projet sur la table, eh ben, c'est trop tard. Alors, c'est trop tard. On verra tout à l'heure que vous pouvez quand même peser et agir. Mais le premier sujet sur lequel on voulait vous sensibiliser, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'avant que la direction pose le sujet sur la table, que vous ayez pu anticiper la stratégie de la direction et ce qui va se produire dans l'entreprise pour pouvoir peser le plus efficacement possible. Et c'est pour ça qu'on vous a mis dans ce slide les 3 temps d'information-consultation dont j'ai parlé en introduction, qui sont ce qu'on appelle les fameux 3 temps Rebsamen, sur lequel un CSE, tous les ans, doit être informé et consulté. Et vous, en tant qu'élu, vous devez rendre un avis sur ces 3 temps Rebsamen. Et c'est dans le cadre de ces informations-consultations qu'on pense qu'on peut anticiper, que vous pouvez anticiper le mieux possible avant la mise en place d'un projet de réorganisation. Ces 3 temps, ce sont lesquels? Vous êtes tous les ans informés et consultés sur les orientations stratégiques. Vous êtes également informés et consultés sur la situation économique et financière de l'entreprise. Et vous êtes également informés et consultés sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi de l'entreprise. Sur ces 3 temps-là, vous devez rendre un avis et la loi vous permet notamment d'être accompagné, d'avoir recours à un expert, à un cabinet d'expertise, pris en charge par la direction, alors à 100% sur la situation économique et financière et la politique sociale et 80-20, donc 20% à la charge du CSE sur les orientations stratégiques, sauf si vous arrivez à négocier une prise en charge intégrale par la direction. Mais ces 3 temps sont extrêmement importants puisque c'est ça, et notamment par l'appui de votre expert, où on va pouvoir diagnostiquer en amont la situation de l'entreprise et de voir ce qui se projette et de pouvoir, en anticipation, travailler sur ces projets. Si tu veux rebondir, Luc, là-dessus. Exactement, sachant que pour le coup, l'idéal, c'est vraiment de s'appuyer sur ces 3 temps d'information-consultation qui, à défaut d'accord, ont bien lieu chaque année. Voilà. Et ça peut être au maximum étalé jusqu'à tous les 3 ans, ce qu'on voit quelquefois sur les orientations stratégiques si un accord le prévoit. Et si la situation n'a pas pu être anticipée à travers ces 3 informations-consultations, vous avez aussi la possibilité de déclencher ce qu'on appelle le droit d'alerte économique au niveau du CSE ou du CSE central si vous êtes une entreprise à établissements multiples, dès lors que vous estimez qu'il y a des faits de nature préoccupante pour la situation économique de l'entreprise et pour l'avenir, et notamment sur l'emploi, et auquel cas, ça vous donne là aussi droit à une expertise financée à minima à 80% par l'employeur. Donc là aussi, le maître mot sur lequel on insiste, c'est la question de l'anticipation
de manière à ne pas, entre guillemets, tomber des nues au moment où, le cas échéant, la direction annonce un projet de restructuration. Vraiment, c'est la question de l'anticipation et de pouvoir se faire accompagner. Donc, l'anticipation, ça vous permet effectivement d'avoir cette vision la plus large de manière à pouvoir au plus tôt défendre et construire des alternatives, qu'elles soient d'ordre économique, industriel, social. Et ça, ce qui est important, c'est que plus tôt cette alternative est soulevée, défendue, plus elle a de chances d'aboutir. Donc, d'où la question et l'enjeu de l'anticipation qui est vraiment centrale. Parce qu'une fois que le projet est sur la table, on construit, hein, nous, CKFI, des alternatives avec les membres du CSE. Mais quand on est dans l'information consultation sur le projet de réorganisation, les délais sont tellement courts que malheureusement, souvent, donc, du coup, on peut construire des belles alternatives, mais c'est trop tard. Voilà, donc on insiste vraiment, alors je vois qu'il y a pas mal de questions, on y répondra tout à l'heure sur le chat, mais on insiste vraiment sur anticiper au mieux et ça passe par ces fameux 3 temps d'information-consultation sur lesquels vous êtes consulté tous les ans. Sachant que c'est bien une obligation légale, c'est 3 informations-consultation et on évoquait à la page d'avant l'article L2312-17 qui les prévoit et qui est d'ordre public. Donc, elles ont lieu à minima tous les 3 ans si un accord prévoit que c'est étalé jusqu'à 3 ans, mais à défaut d'accord particulier, c'est bien chaque année et c'est une obligation. Et si l'employeur ne lance pas ces informations consultation, au niveau du CSE, vous avez tout à fait le droit d'exiger que ces informations consultation aient lieu. Voilà, il y a, dans le cadre de l'échange sur l'ordre du jour entre secrétaire et président de CSE, ça fait partie des points qui peuvent être mis et en cas de vrai désaccord, vous pouvez au besoin solliciter l'intervention de l'inspection du travail qui peut rappeler à l'employeur ses obligations légales. Donc voilà, plus qu'une série de diagnostics, on est encore sur l'anticipation, mais au lieu de faire des diagnostics isolés, voilà, ça permet d'évaluer la cohérence. Alors, on vous a mis 5 dimensions importantes dans le diagnostic. Évidemment, les moyens financiers, la stratégie, les choix organisationnels et les conséquences que ça engendre, notamment sur l'emploi, la vision du marché et évidemment la politique sociale, emploi et compétences. Exactement. Donc ça, c'est l'intérêt, y compris dans le cadre de l'anticipation, d'avoir pu avoir l'intervention d'un expert qui a cette vision transversale et qui a aussi une vision potentiellement de benchmark, de comparaison sectorielle, etc. Donc, le maître mot, on insiste, vous l'aurez compris, c'est la question de l'anticipation sur le diagnostic et puis de se former pour bien connaître tous ces droits et toutes les modalités des formes de restructuration. Tout à fait. Et fait trop court, l'expertise, on y tient. Parce que l'intérêt d'un expert aussi, c'est qu'il apporte toutes les dimensions, qu'elles soient organisationnelles, financières, industrielles, voilà, pour vous accompagner dans le diagnostic et dans la recherche d'alternatives. Et c'est la force d'un cabinet important comme le nôtre. Florence vous disait qu'on est le premier cabinet de conseil aux représentants du personnel, qui est d'avoir à la fois une couverture géographique, mais aussi une couverture sectorielle et une couverture de toutes les compétences vraiment pointues, y compris sur des aspects industriels, de risques physiques, de RPS, voilà, vraiment extrêmement large. Alors, on va vous… Donc là, voilà, vous avez compris le maître mot, anticipation. Alors maintenant, dans le vif du sujet, une fois qu'on a un projet de réorganisation ou de restructuration, vous allez être informé évidemment et consulté sur le projet. Alors, le plus connu, malheureusement, on va dire, c'est le projet Plan de sauvegarde de l'emploi PSE, mais il existe plusieurs formes de restructuration possibles que peut proposer la direction. Exactement. Donc, la forme historique, c'est le PSE, le Plan de sauvegarde de l'emploi. En réalité, à travers le terme PSE, il y a 2 sous-catégories, le PSE avec des licenciements contraints et ce qu'on appelle le PDV, plan de départ volontaire, qui est aussi une forme de PSE. Donc, dans les 2 cas de figure, ça donne lieu à information consultation du CSE et ça peut donner lieu à la conclusion d'un accord majoritaire sur les mesures sociales. La procédure de PSE, que ce soit avec licenciement
ou dans le cadre de départ volontaire, ou avec les deux, est relativement cadré dans le Code du travail, donc avec une procédure relativement stricte, un certain nombre de contrôles importants de la part de l'administration, je pourrais y revenir, donc le rôle important des DRITS, donc les directions générales économie, emploi, travail, solidarité. Vous aviez peut-être précédemment entendu parler des directs, des DDTE, historiquement ça il y a eu plusieurs noms, donc là, pour le coup, sur les PSE, une information consultation et un champ de la négociation sur toutes les mesures d'accompagnement, et puis l'information consultation qui est sur tous les aspects, donc les aspects de vision stratégique, du pourquoi l'employeur envisage cette restructuration, les conséquences organisationnelles et en nombre de suppression de postes, les conséquences en termes d'impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, et puis toutes les mesures sociales de qui est concerné, comment on détermine les salariés qui seraient amenés potentiellement à partir, et puis avec quelles mesures d'accompagnement et d'indemnisation. C'est important, alors, parce qu'on va voir après quand Luc va vous présenter les autres formes de restructuration hors PSE. Voilà, ayez bien en tête que quand on rentre dans une procédure classique PSE, vous avez vraiment une information consultation sur ces trois volets-là. Hein, le motif économique qu'on challenge, hein, le pourquoi l'entreprise se réorganise, le motif économique invoqué, l'impact organisationnel de la réorganisation avec le nombre de suppressions de postes ou de modifications de postes ou de création de postes envisagées, et donc l'impact sur les conditions de travail et la charge de travail, là pour les salariés qui vont rester après la réorganisation. Et le troisième volet, donc effectivement, la négo classique d'un PSE, de toutes les mesures sociales d'accompagnement pour les salariés impactés. Donc cette procédure-là, qui dure 2, 3 ou 4 mois, selon le nombre de suppressions de postes, rapidement, moins de 100 suppressions de postes, c'est une procédure de 2 mois, entre 100 et 250 de 3 mois et plus de 250 de 4 mois. Mais à défaut d'accord particulier, puisque par accord, on peut déroger à ces délais. Au délai. Voilà, mais vous avez bien, c'est important pour comprendre après les autres formes de restructuration, vous avez bien ces trois volets-là, le volet économique et financier, le volet charge de travail, conditions de travail organisationnelles et le volet négo des mesures sociales d'accompagnement. Et avec un rôle de l'administration qui est vraiment désormais central depuis une loi de 2013. Pour le coup, ce rôle de l'administration, en réalité, quand vous êtes confronté à une restructuration, il n'y a pas juste deux parties. D'un côté, les représentants de personnel, de l'autre, l'administration. Il y a aussi cette tierce personne qui est donc représentant de personnel et direction. Il y a aussi l'administration avec la DRITS qui a un pouvoir d'intervention et de contrôle tout au long de la procédure. Et à la fin, c'est elle qui dira oui ou non. Et avec un niveau de contrôle qui a augmenté ces dernières années, avec notamment un focus désormais aussi sur les aspects de santé au travail. Et pour terminer sur cette restructuration PSE, vous, en tant qu'élu, là, vous avez le droit à un expert qui va challenger les trois volets dont on vient de vous parler. L'expertise est financée intégralement par l'entreprise. Et l'expert peut aussi accompagner les organisations syndicales dans le cadre de la négociation des mesures sociales. Et l'expert peut aussi accompagner le CSE si on est sur une fermeture de site et donc il y a une obligation de recherche de repreneur de la part de l'employeur. L'expert peut aussi regarder et accompagner le CSE sur l'analyse des modalités de recherche de repreneur. Donc voilà la première forme historique et classique qu'on voit encore majoritairement qui est le PSE. D'autres formes qui ont vu le jour, notamment avec les ordonnances Macron de 2017. Donc, c'est la RCC, rupture conventionnelle collective. Donc, on connaissait depuis plus longtemps les ruptures conventionnelles dites individuelles. Là, c'est la possibilité par accord collectif sur la base du volontariat. Donc là, on est uniquement sur la RCC sur des départs volontaires. Il faut un accord collectif et c'est sur la base du volontariat de déterminer la possibilité de départ. Voilà. Donc là, pour le coup, ça ne donne pas lieu obligatoirement en amont à une information consultation. Là, il y a une primauté à la négociation auprès des organisations syndicales, mais on y reviendra. Il y a un enjeu dans ce cas-là à bien mener en parallèle la négociation de l'accord RCC qui est centré sur les salariés qui partent et des mesures sociales, et d'avoir en même temps la question d'une information consultation pour avoir une vision globale plus large des différents champs évoqués précédemment par Florence sur le PSE, qui est le pourquoi de cette situation et quelles conséquences, y compris pour les salariés qui restent, puisque ça aussi c'est le maître mot, c'est dans une restructuration, il faut se préoccuper des salariés qui partent, mais aussi des salariés qui restent. Donc voilà sur la question de la RCC.
Autre élément. Peut-être juste un point, enfin, c'est juste pour compléter ce que dit Luc. Il y a aussi une grosse différence avec un PSE, c'est qu'un PSE peut déboucher sur des licenciements contraints, parce que dans le cadre d'un PSE, on peut mettre du volontariat, mais s'il n'y a pas assez de départs volontaires, malheureusement, la direction met en place ce qu'on appelle des licenciements contraints avec l'application des critères d'ordre de licenciement, contrairement à une ERCC où là, pour le coup, si la direction n'a pas assez de départs volontaires par rapport au nombre de postes qu'elle souhaite supprimer, elle est entre guillemets coincée, puisque dans le cadre d'une ERCC, elle ne peut pas mettre en œuvre des licenciements contraints. Exactement. Donc, la RCC, autre forme qui est assez proche de celle de la RCC, c'est un accord de gestion de l'emploi et des parcours professionnels intégrant un volet de congé de mobilité. Donc là aussi, ça ne peut se mettre en place que par un accord collectif et ça ne prévoit que des départs volontaires, sans départ contraint possible. Donc là aussi, c'est à travers la négociation. Et dernière forme de restructuration, alors qui est un peu en marge des autres, parce qu'elle n'a pas comme objectif de diminuer le nombre de postes, c'est les accords de performance collective, APC, qui permettent, par le biais d'un accord collectif, de venir impacter le contenu des contrats de travail et de venir modifier les contrats de travail sur 3 thématiques possibles: le temps de travail, la rémunération ou la mobilité professionnelle, notamment géographique. Et avec le fait qu'une fois que l'accord collectif est signé, s'il est signé, derrière, l'employeur peut proposer des modifications de contrat de travail et les salariés qui refuseraient se retrouvent dans ce cas-là licenciés, mais pas pour motif économique, pour un motif qui est lié à l'accord collectif, avec une contestation assez difficile potentiellement du motif de licenciement. Donc là, c'est plutôt un point de warning sur ce type d'accords qui sont potentiellement relativement dangereux, sachant que là aussi, il y a un droit à expertise légale prévu dans le cadre de ce type d'accord. Donc, on l'a évoqué, des accords qui amènent soit dans certains cas à encadrer des ruptures de contrat de travail, soit dans d'autres cas de figure qui ont comme objectif de maintenir l'emploi. C'est le cas théoriquement de l'accord de performance collective qui vise à normalement préserver ou développer l'emploi ou répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans des cas particuliers, il peut y avoir aussi mise en place de l'activité partielle, mais là aussi, il y a un contrôle de la DRITS. Il n'y a plus désormais la possibilité de conclure ce qui a existé au moment de la crise du Covid, l'APLD, qui était l'activité partielle de longue durée, et les accords qui avaient été conclus d'APLD arrivent à leur terme désormais. Il peut y avoir aussi des négociations de dispositifs de cessation anticipée d'activité ou de pré-retraite. Je vois dans le chat APC à éviter de toute urgence. C'est effectivement un warning très clair. Voilà. C'est important. Voilà. Donc, et juste, pardon, pour rebondir sur l'APC, c'est que pour le coup, l'employeur qui cherchera à ouvrir une négociation en vue d'un APC ne vous dira pas forcément « je cherche à ouvrir une négociation en vue d'un accord d'APC ». Attention, si vous voyez l'article L 2254-2 du Code du travail, c'est le warning, c'est l'article de référence sur cet APC, parce que l'employeur peut très bien vous proposer la négociation d'un accord qui soit objectif 2030, voilà, qui sera joli, etc. Et au milieu de tout ça, il glissera les possibilités de modification de contrat. Donc là, c'est cet article, ayez-le en tête. Si vous le voyez quelque part, warning. Voilà, donc là, c'était juste pour vous montrer les 5, en fait, c'est les 5 possibilités juridiques, on va dire, pour une entreprise qui veut se réorganiser. C'est les 5 possibilités juridiques qu'elle a de le faire. C'était pour vous présenter, parce que les plus connus sont quand même PSE et RCC. La GPEC avec un congé de mobilité, l'APC sont des dispositifs moins connus, mais sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Et pour le coup, les accords de GEPP avec congé mobilité se développent assez fortement, donc c'est quelque chose qu'on voit, et il faut avoir conscience que pour le coup, ça a une vraie incidence, ces ruptures de contrat de travail, même si c'est sur la base du volontariat, ça a aussi un impact pour les salariés qui restent. Donc, il y a vraiment besoin de prendre en compte le projet dans sa globalité. Et donc, voilà, donc, l'entreprise a ces 5 possibilités-là pour se restructurer. Ça dépend fortement des caractéristiques propres de l'entreprise et de son secteur, parce que est-ce qu'on fait face à une difficulté qui est passagère? Est-ce qu'on fait face à une transformation structurelle du secteur?
sur le plan technologique ou sur le plan des marchés. C'est toutes les bonnes questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on dispose de capacités d'ajustement moins brutales que des licenciements contraints? Donc là aussi, c'est des formes d'interrogation qu'on doit se poser avec les départs dits naturels, entre guillemets, à la retraite. Est-ce qu'on peut voir les passerelles sur les métiers impactés pour reformer des gens pour les maintenir dans l'effectif? Il y a tout l'aspect du volontariat qui est un peu moins brutal quand même, qu'on voit souvent, hein, même dans les PSE, il y a quand même très fréquemment une première phase de volontariat. Alors avec des contraintes, hein, il va y avoir plus de départs volontaires que de postes supprimés, il faut que le salarié ait un projet. Alors, le volontariat, ce que je vois dans le chat, la différence entre RCC et plan de départ volontaire, on y reviendra tout à l'heure. Le plan de départ volontaire, il est dans le cadre d'un PSE, c'est-à-dire avec une information-consultation sur la situation économique, sur les conséquences organisationnelles et le départ. Et dans un PSE, soit il y a une phase de volontariat et ensuite, s'il n'y a pas assez de départs volontaires, on passe malheureusement à l'application des critères d'ordre de licenciement et à des départs contraints. Ou alors, le PSE est qu'un plan de départ volontaire. Et l'entreprise dit, bah, tant pis, si je n'ai pas assez de départs volontaires, tant pis. Mais le PVD est encadré dans une procédure de PSE. Alors que la RCC, c'est la direction, il n'y a pas toutes ces informations, consultations sur le motif économique, les aspects organisationnels. La RCC, la direction, va directement sur une négociation avec les organisations syndicales. Et centrée sur les salariés qui partent. Voilà. Donc, pour lequel, un des risques dans le cadre d'une négociation d'accord de RCC, c'est de ne pas vous avoir la vision économique, organisationnelle et d'impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Donc, ça, c'est un point d'attention. Je voyais aussi dans le chat la demande de rappeler l'article sur l'APC, c'est l'article L 2254-2 du Code du travail. Alors, le choix du dispositif, on a évoqué les 5 types de dispositifs. Le choix est loin d'être neutre parce que il a des conséquences très différentes avec des modalités de mise en place très différentes. Alors, effectivement, certains dispositifs ne peuvent se mettre en place que dans le cadre d'un accord collectif. D'autres peuvent se mettre en place, en l'occurrence le PSE et le PDV peuvent se mettre en place aussi à travers un document unilatéral dans le cadre d'une information-consultation, alors que tous les autres nécessitent un accord majoritaire obligatoirement. Autre élément, la nature de rupture du contrat de travail. Dans certains cas, on est sur un licenciement pour motif économique ou une rupture d'un commun accord pour motif économique, donc c'est le PSE et le PDV. Dans d'autres cas de figure, on est sur une rupture d'un commun accord, donc rupture conventionnelle dans le cadre de la RCC, rupture donc d'un commun accord dans le cadre d'un accord GPEC avec congé mobilité et un licenciement pour motif individuel dans le cadre de l'APC. Autre élément aussi de conséquences importantes, là qui est lié au type de dispositif, mais aussi à la négociation, c'est le fait de s'il y a une rupture du contrat, est-ce que le salarié, s'il n'a pas une solution immédiate, est-ce qu'il bascule à France Travail, ex-Pôle emploi ou pas immédiatement? C'est la possibilité. Donc, dans le cadre d'un PSE, si on est PSE ou PDV, si on est dans une entreprise ou groupe de plus de 1000 salariés, il y a l'obligation de mettre en place un congé de reclassement. Donc, il y a une période pendant laquelle le salarié reste dans les effectifs de l'entreprise pour se consacrer à son projet professionnel. Dans le cadre de la RCC ou d'un accord GEPP, il y a l'équivalent qui est le congé de mobilité. Dans le cadre du licenciement économique, mais là d'une plus petite entreprise, il y a bascule directement à France Travail, mais avec un dispositif d'accompagnement et d'indemnisation renforcé qui est le contrat de sécurisation professionnelle, le CSP. Il y a aussi des incidences selon les cas de figure avec des délais de carence avant l'indemnisation chômage qui sont différents selon les cas de figure. Voilà, je ne rentre pas dans le détail pour ne pas être plus long, mais on pourrait le faire avec des questions d'indemnité de rupture qui ne sont pas pareilles, des questions de fiscalité qui ne sont pas forcément les mêmes, sachant qu'il y a une exonération fiscale sans limite de l'indemnité de rupture en cas de PSE, PDV, en cas de RCC et en cas d'accord GEPP avec congé de mobilité. Mais vous voyez, s'autocensure un peu au regard du timing, mais c'est extrêmement technique. Alors, on a voulu insister sur
comment bien vous préparer à la négociation, donc aussi bien pour les salariés qui partent que pour les salariés qui vont rester. Il y a une possibilité, que ce soit d'ailleurs de la RCC, du PSE, du plan de départ volontaire, c'est d'abord de négocier ce qu'on appelle en amont un accord de méthode. Alors, ce n'est pas une obligation, hein, mais un accord de méthode, ça peut avoir un intérêt. Alors, s'il est bon, parce que si ça ne vous apporte rien, évidemment, il ne faut pas le signer. C'est pour négocier mieux que la loi. C'est pour négocier mieux que la loi. C'est pour négocier, c'est pour vous donner des moyens, vous, en tant que représentant du personnel, comme vous allez rentrer dans une procédure d'information-consultation assez dense sur un projet de restructuration ou de réorganisation, c'est de se mettre autour de la table avec la direction pour que vous ayez des moyens lors de cette information-consultation. Et donc, ça peut passer par ce qu'on appelle un accord de méthode. Donc, ça va fixer plusieurs choses. Le calendrier de l'information-consultation. Alors, par exemple, sur un PSE, je vous ai dit tout à l'heure que c'était 2, 3 ou 4 mois. Le temps en fonction du nombre de suppressions de postes, eh ben, on peut déroger à cette règle-là par un accord de méthode. Vous êtes en droit d'estimer que vous avez besoin de plus de temps parce qu'il faut que vous analysiez les impacts économiques du projet. Il faut que vous puissiez avoir le temps de proposer des alternatives et des postes à la sauvegarde. Il faut que vous ayez le temps pour négocier les mesures d'accompagnement. Voilà, donc tout ça, ça peut rentrer dans un accord de méthode de dire nous, on a besoin de plus de temps. On a besoin de moyens. Donc, le moyen, c'est évidemment le recours à l'expertise, que l'expert soit présent avec vous dans toutes les étapes de la procédure, c'est que l'expert ait accès à tous les entretiens, à la demande d'infos, etc. C'est le fait que vous ayez du temps pour communiquer avec les salariés, des heures de délégation en plus. Voilà, c'est toutes ces choses-là que vous êtes en droit de mettre dans un accord de méthode pour vraiment vous armer le mieux possible face à ce qui vous attend dans le cadre de cette procédure d'information-consultation sur un projet de réorganisation. Hein. Donc ensuite, sur la négociation, eh ben, c'est une question de recherche d'équilibre, mais qui est relativement complexe, avec un certain nombre de problématiques à prendre en compte. Alors, avec un niveau d'importance qui peut être différent selon les types de restructuration, mais il y a notamment à avoir en tête la question de la préservation de l'emploi et des compétences, la question effectivement de capacité de rebond de l'entreprise. Et donc, est-ce que cette restructuration permettra à l'entreprise d'aller mieux demain et de pérenniser les emplois qui restent dans la durée? Les questions d'impact sur la santé, la sécurité, les conditions de travail. Et là, j'insiste pour les salariés qui partent, mais aussi pour les salariés qui restent en termes de RPS, de charge de travail, de risques physiques, de tous ces aspects-là. La question aussi de contrepartie aux efforts qui sont consentis par les salariés, la question évidemment de pouvoir d'achat et notamment pour les salariés qui sont amenés à partir, de juste indemnisation dans le cadre de départ, et puis de tout le volet d'accompagnement pour les salariés qui sont amenés à partir et à perdre leur emploi, parce que l'idée, c'est pas juste de partir avec un chèque, c'est aussi de partir avec des mesures d'accompagnement, d'aide à la formation, d'aide au retour à l'emploi pour pouvoir aussi rebondir, parce que malheureusement, le chèque, ils font vite si on n'a pas de solution. Et sachant que au-delà de toutes ces problématiques, il y a aussi désormais les impacts environnementaux qui doivent être pleinement pris en compte, puisque c'est un nouveau champ obligatoire dans le cadre de l'information-consultation depuis la loi énergie-climat de août 2021, donc qui s'applique aussi pleinement à la question des PSE, comme pour toutes les autres informations-consultations. Alors, on vous a mis 9 conseils pour, quand on dit négociateur, c'est ceux qui vont être en lead, hein, vous en tant que représentant du personnel dans un projet de réorganisation. C'est des petits conseils qu'on donne. On a du coup avec Luc, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Alors, 9 conseils. Le premier, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, ne pas subir les contraintes de temps de la direction. L'appropriation des enjeux. Des thèmes à traiter, ils sont multiples, hein, on en a parlé longuement tout à l'heure. Des priorités à définir, des alternatives à construire. Tout ça, ça demande du temps. Et parfois, quand je vous dis moins de 100 suppressions de postes, c'est 2 mois, ça va très, très vite. Et on peut constater que alors, les organisations syndicales ou les représentants du personnel, parfois, acceptent trop souvent de négocier dans les délais contraints qui sont imposés par la direction. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'accord de méthode, c'est un des moyens pour avoir du délai supplémentaire, mais surtout,
Voilà, une direction, quand elle arrive avec son projet, elle est prête. Elle est archi prête. Elle a travaillé avec d'ailleurs ses conseils. Elle a travaillé avec ses avocats. Ça fait des mois qu'elle travaille sur le projet. Vous, elle vous l'impose. Vous avez 2 mois pour réagir. Elle, en amont, c'est son projet. Donc, elle est complètement prête. Donc, ne pas subir les contraintes de temps de la direction. Deuxième conseil, bien maîtriser le sujet et partager ou non d'ailleurs le diagnostic de la direction. Mais quand la direction, elle ouvre sa négo, elle est prête. Vous, non, ce qui est logique. D'où l'anticipation dont on a parlé tout à l'heure. Mais du coup, l'objectif quand même, c'est de maîtriser autant que faire se peut les projets qui sont portés par la direction pour que vous ayez un même niveau d'appropriation sur les sujets puis sur les thèmes qui, bien évidemment, vont être mis à la négociation. Troisième conseil, c'est d'identifier les enjeux apparents et voire masqués de votre direction. C'est-à-dire d'identifier les priorités absolues de la direction. Moi, je pense que c'est important quand vous démarrez une négociation de savoir ce qui est important pour la direction. Parce que de toutes les façons, à un moment donné, il va falloir négocier. Et donc, d'essayer de percevoir qu'est-ce qui, pour elle, est important. Je pense que c'est vraiment un atout après pour vous dans vos négociations et d'identifier les impératifs de la direction et d'envisager ce qui pourrait être acceptable de concéder en contrepartie, évidemment, de la satisfaction de revendications qui seraient prioritaires pour vous. Ensuite, quatrième conseil, c'est d'exiger d'avoir les bons interlocuteurs décideurs en face de vous. C'est pour le coup, quand vous négociez avec la direction, le représentant de la direction que vous avez en face, il ne faut pas qu'il soit juste là pour noter vos demandes et les retransmettre aux décideurs derrière. Il faut qu'il puisse y avoir une vraie interaction. Donc là, c'est aussi un point important dès le début de définir qui est l'interlocuteur en face et qu'il ait un vrai pouvoir de décision pour que il y ait une vraie interaction. Cinquième conseil, c'est de recenser ces revendications et de tenter de les partager. Donc là aussi, il y a un enjeu d'anticipation et lié au timing, parce que ça veut dire qu'il faut que vous ayez du temps pour préparer toutes vos revendications et puis derrière, les partager et les argumenter. Le sixième conseil qui est en lien, c'est de hiérarchiser ces demandes, de les présenter au bon moment et en tout cas de bien les argumenter. C'est important, vous ne ferez pas juste une liste de demandes comme ça. Il y a un moment, il y a des éléments prioritaires, il faut que vous en ayez conscience et il faut, dans vos différentes demandes, que vous soyez en capacité de les argumenter de manière à pouvoir convaincre la direction en face. Alors effectivement, je vois dans le chat une question, c'est difficile quand les décideurs, alors là, sont aux États-Unis ou en France. Bon, on y reviendra. Effectivement, c'est une difficulté. Alors, pour autant, vous pouvez quand même avoir des interlocuteurs qui ont des marges de manœuvre en France. Et puis, parfois, si ce n'est pas le cas, c'est interpellé, même si c'est aux États-Unis. On a accompagné des OS dans ce sens-là. Alors, évidemment, il y a des situations plus faciles que d'autres. Mais à un moment donné, c'est quand même de savoir interpeller au bon niveau. Et il y a différents moyens aussi, parce que l'administration peut être aussi un moyen, avec, dans le cas d'un PSE par exemple, le pouvoir d'injonction qu'a l'administration, la DRIT, vis-à-vis de la direction, le pouvoir aussi de l'expert qui est d'accès à l'information qui dépasse y compris le périmètre national. Nous, en interview, on va rencontrer les dirigeants hors France. Et on exige d'avoir des documents, notamment financiers ou stratégiques, de ce qui se passe au niveau de la maison mère, donc le cas échéant aux États-Unis ou partout dans le monde. Donc ça, c'est aussi cet élément et un aspect de plus-value de l'intervention de l'expert. Ne rien lâcher sans contrepartie ou garantie. Donc là, c'est habituer votre interlocuteur, donc en l'occurrence vos directions, à des concessions réciproques. Susciter l'intérêt et l'adhésion des salariés. Donc, la communication envers les salariés est un enjeu crucial. Donc, souvent, dans le cadre des réorganisations, on accompagne nos mandants, donc vous, en tant qu'élu du CSE, dans les AG de personnel. Mais voilà, je pense que c'est important de communiquer régulièrement vers les salariés pour avoir leur adhésion au moment de la procédure d'information-consultation. Et évidemment, donc s'appuyer sur des compétences externes. Alors, c'est nous, en tant que cabinet d'expertise,
C'est aussi évidemment les avocats, c'est la DRIRTS. On vous disait que dans des projets de restructuration, il y a le rôle de la DRIRTS. Donc là aussi, on vous accompagne auprès de la DRIRTS. L'intérêt d'être accompagné par un expert, c'est que l'expert, il a accès à toutes les informations. On a les mêmes droits que le commissariat aux comptes. Donc, on a vraiment toutes les infos et on a aussi les entretiens, alors notamment avec les dirigeants, même s'ils ne sont pas implantés en France. Et on est là pour vous apporter de l'expertise et du conseil et pour vous aider à formuler des préconisations, parce que c'est surtout ça l'objectif, c'est des préconisations pour ceux qui restent notamment et pour vous aider à sauvegarder des postes et pour vous accompagner au mieux dans la négo des PSE. Et c'est aussi notre métier de détecter, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui est important pour la direction, qu'elle ne dirait pas forcément. Voilà, donc tout ça, on vous conseille d'être appuyé dans ces moments difficiles. En synthèse, les 5 points repères essentiels pour peser sur les choix de la direction. Donc, vous l'avez compris, c'est la question de l'anticipation et de se former. C'est la question de conduire un diagnostic complet des problématiques de l'entreprise et du groupe. C'est troisièmement, en cas d'ouverture de négociation, potentiellement prévoir un accord de méthode pour sécuriser le rôle et du CSE et des organisations syndicales. Et quoi qu'il en soit, il s'est dégagé des marges de manœuvre en termes de timing et en termes de moyens pour les représentants du personnel. Ça, c'est important. Quatrièmement, là aussi, c'est de challenger le projet de la direction en examinant des alternatives et en construisant des alternatives possibles. Et puis, c'est d'introduire des contreparties pour les salariés, de prévoir un partage des efforts, aussi potentiellement par avance de partage des résultats à venir, si la restructuration permet des rebonds. Et donc, sur tous ces volets, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par un expert qui pourra vous aider au mieux, sachant que dans le cadre de l'information-consultation, l'objectif, vous devez aboutir à un rendu d'avis. Et donc, il y a un enjeu sur le contenu de cet avis. Voilà, vous verrez, on ne va peut-être pas le dire là, on vous a mis un exemple d'avis, notamment sur une restructuration et sur le motif économique. Mais c'est important parce qu'à l'issue de la procédure, vous devez effectivement, vous, en tant que représentant du personnel, préparer une délibération qui exprimera votre point de vue, argumenté. Là aussi, évidemment, quand nous, on intervient, on vous aide à rédiger cet avis dans lequel vous pouvez soulever les risques du projet de réorganisation, les points d'attention, les préconisations, etc., sachant que la délibération fait l'objet d'un vote des membres titulaires du CSE. Alors, vous pouvez, en argumentant, voter pour, contre, favorable, défavorable. Ce n'est pas une obligation. Ce qu'on attend de vous, c'est d'être en capacité de rendre un avis argumenté. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément juste de voter sur le projet en lui-même, mais d'avoir préparé en amont une délibération qui retrace dans le détail votre position. Et c'est sur cette délibération que vous votez. C'est cette délibération qui constituera l'avis motivé du CSE et auquel l'employeur, normalement, devra répondre en application du dernier alinéa de l'article L2312-15 du Code du travail. On passe sur le fait, vous verrez dans le support qui vous sera envoyé un exemple d'avis, sachant qu'on va ouvrir dans le chat un petit sondage. Vous avez la possibilité d'indiquer que vous souhaitez être recontacté et le cas échéant, si vous voulez être recontacté par un consultant, mettez oui. Ça permettra de rentrer davantage dans des questions problématiques en plus, très individuelles, parce qu'on a vu dans le chat qu'il y avait toute une série de demandes très particulières qu'on ne peut pas traiter là collectivement. Donc, vous voyez aussi qu'on couvre toute la France. Vous voyez nos contacts sur les différents bureaux. Et on va peut-être prendre 5 minutes pour essayer de reparcourir un peu quelques questions. Alors, parce que là, il y a le hop. Donc, on en a répondu un peu au fur et à mesure. Alors, on va les reprendre rapidement. Alors, ça, c'était sur le document. Attendez, désolé. Alors, il y avait sur les délais d'expertise. Ah oui, là, c'était sur les délais d'expertise Repsamen. On vous avait dit anticiper avec la situation économique et financière, les orientations stratégiques et la politique sociale. Je confirme ce qui a été mis dans le chat. Les délais d'info
consultes sont de 1 mois et ça passe à 2 mois dès lors que vous décidez de prendre un expert. Et pour le coup, si dans le cadre d'une réorganisation hors PSE, et que vous êtes dans une entreprise à établissement multiple, il y a consultation du CSE central et du CSE d'établissement. S'il y a une expertise, quel que soit le niveau, dans ce cas-là, on passe sur du 3 mois. Alors, on avait une question, si la direction limite les départs à 9 personnes, alors, est-ce pour échapper à des contraintes administratives? Oui, notamment sur la fameuse procédure PSE, c'est à partir de 10 suppressions de postes, 10 licenciements. Donc, effectivement, là aussi, il faut que vous soyez très vigilants parce que des entreprises peuvent avoir tendance à faire des petites, ce qu'on appelle des mini-restructurations de moins de 10 pour éviter justement la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Exactement. Pour le coup, était évoquée la question de la négociation GEPP, gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Donc, c'est une négociation qui est obligatoire, qui doit être ouverte dans les entreprises de plus de 300 salariés. Après, ça ne veut pas dire obligatoirement aboutir. Et dans cette négociation GEPP, il y a différents volets. Il y a notamment ce qu'on appelle la GPEC historiquement, la gestion des parcours, disons des emplois et des compétences. Pour le coup, qui est plutôt la logique de la mobilité interne, qui est par rapport aux emplois en croissance et en décroissance, d'accompagner par la formation les salariés en interne. Et il y a la possibilité d'avoir ce volet externe désormais également. Alors, le délai de 2 mois pour le PSE entre l'annonce et les départs effectifs. Donc, je vous avais dit, c'est 2, 3 ou 4 mois selon le nombre de suppressions de postes. C'est le délai d'information-consultation. C'est-à-dire à partir du moment où la direction ouvre la procédure, c'est ce délai-là qui court. Et pour dire, dans 2 mois, par exemple, si c'est moins de 100 suppressions de postes, le CSE doit rendre un avis et c'est la fin de la procédure. Et ensuite intervient la validation de l'administration et ensuite la notification des licenciements. Donc, c'est vraiment un délai sur l'information en vue de la consultation du CSE. Voilà, sachant qu'une fois que l'avis est rendu, il y a l'administration qui est amenée à se positionner. Elle a un délai, une fois qu'elle a un dossier complet, de 15 jours en cas d'accord majoritaire, 3 semaines si on est sur un document unilatéral. Et ce n'est qu'une fois que l'administration aura validé ou homologué le PSE que derrière, les ruptures du contrat de travail pourront avoir lieu. On prend encore quelques-unes. Sur la question de recherche de repreneurs, c'est bien effectivement la fameuse loi Florange qui s'applique. À quel moment doit-on vous solliciter suite à l'annonce d'un PSE ou autre? Dès l'ouverture de la procédure, en fait. Dès que vous entendez déjà parler d'un projet de réorganisation à venir, donc là, effectivement, vous pouvez nous contacter. Si possible, avant même que ce soit abordé officiellement en CSE, sachant que légalement, la désignation de l'expert dans le cadre d'un PSE se fait au plus tard, entre guillemets, en théorie, lors de la réunion 1, qui est la première réunion d'information, consultation sur le projet de PSE. Quelquefois, il y a une réunion qu'on appelle réunion 0 qui sert au préalable à la remise juste des documents. Donc, l'expert peut être désigné dès cette réunion 0, mais en tout cas, il faut au plus tard que l'expert soit désigné lors de la première réunion d'information, consultation sur le PSE. Sinon, après, on n'est plus dans le timing. Donc, vous le voyez, enjeu supplémentaire pour le coup d'anticipation. Il n'est jamais trop tôt pour contacter l'expert. En revanche, sur un PSE, une fois que la réunion 1 est passée, c'est plus compliqué. Tard. Il y avait aussi une question sur quand c'est un établissement qui est restructuré. Alors, l'information consultation et le recours à l'expertise se fait au niveau central. Il y avait une question qui était posée, c'est mon établissement qui est impacté, mais le recours à l'expert ne peut se faire dès lors qu'il y a des comités d'établissement et un CSEC. Le recours à l'expert ne peut se faire qu'au niveau du central. En revanche, il y a bien la double consultation et donc le CSE d'établissement, il a aussi la possibilité d'interagir quand même avec l'administration. Voilà. Et il y avait des questions aussi sur la confidentialité. Alors, sachez que la confidentialité ne s'impose pas à vous vis-à-vis de l'expert. Donc, même si la direction vous dit il va y avoir un projet de restructuration, mais vous ne pouvez en parler à personne. Si vous pouvez contacter l'expert et en parler avec lui, nous, on est soumis à secret professionnel, donc il n'y a aucune difficulté de ce point de vue-là. Alors, sur la RCC, il y avait aussi une question. Le recours à l'expert n'est pas de droit. Par contre, il l'est dans le cadre d'un PSE,
mais il ne l'est pas dans le cadre d'une RCC, puisque la RCC, rappelez-vous, c'est uniquement la direction qui convoque les organisations syndicales pour négocier un dispositif de volontariat. Après, à vous de créer le rapport de force si vous voulez être accompagné et de dire de toutes les façons, vous avez besoin de nous pour négocier. Et donc, nous, si on n'a pas d'expert, on n'ira pas autour de la table. Voilà, c'est un moyen de pouvoir faire rentrer l'expert dans une RCC. C'est la question de l'accord de méthode qu'on évoquait tout à l'heure, qui est avant d'accepter de négocier le fond, vous mettez une condition préalable qui est de se mettre d'accord sur les modalités, les moyens pour les représentants, dont la question d'une expertise décidée par les représentants du personnel et financée par l'entreprise. Sur la question de si une entreprise a déjà eu une information consultation lancée sur un projet, est-ce qu'il est trop tard pour se faire accompagner par un expert? Alors, ça dépendra du type de restructuration. Est-ce qu'on est sur un PSE ou pas un PSE? Si on est sur un PSE, il faut désigner l'expert à l'ouverture officielle de la à la réunion 1 d'information-consultation. En revanche, si c'est la réunion 0 où c'était juste la remise des documents, mais qu'à l'ordre du jour, il n'y avait pas information en vue de consultation sur le projet de PSE, là, dans ce cas-là, c'était juste une réunion 0 et la réunion 1 va arriver, donc vous pouvez encore désigner l'expert. Si vous êtes sur un projet de réorganisation qui n'est pas un PSE, vous pouvez désigner l'expert à n'importe quel moment, même si le projet est lancé depuis 15 jours. Après, la seule chose, c'est au regard des délais d'information, consultation, il ne faut pas que ce soit trop tard pour que l'expert ait le temps de travailler avant votre remise d'avis. Je crois qu'on a à peu près tout balayé. Écoutez, il nous reste à vous remercier, à vous redire que le support va vous être envoyé de même que le lien pour pouvoir regarder en replay. N'hésitez pas par ailleurs, comme vous le savez, il y a toute une série de webinaires organisés par notre cabinet. Donc, vous pouvez aussi voir sur notre site internet ccafi.com tout le planning des webinaires à venir avec toutes les thématiques qui peuvent intéresser les représentants du personnel. Et si vous souhaitez être contacté, vous remplissez le petit questionnaire et on vous recontacte. Comme ça permet aussi d'échanger plus spécifiquement sur vos problématiques et votre entreprise. Merci à vous. Voilà, merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.